Le 28 septembre 2000, alors que Palestiniens et Israéliens viennent de se quitter sur un échec du deuxième sommet de Camp David, alors que le processus de paix est dans une profonde impasse, le chef du Likoud, Ariel Sharon, décide de se rendre sur l'esplanade des mosquées ou mont du Temple à Jérusalem. Cette visite est alors interprétée comme une provocation dans le monde arabe. À partir de ce jour, des manifestations vont s'organiser dans les territoires palestiniens. C'est le début de la seconde intifada. On en parle aujourd'hui avec Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, auteur de Géopolitique du printemps arabe chez PUF. On va prendre les faits un par un. D'abord, est-ce que pour vous, cette visite d'Ariel Sharon est oui ou non le déclencheur de cette seconde intifada? La réponse est non. Pour deux raisons. D'abord parce que les véritables manifestations de masse, puis les émeutes, interviennent 2 jours, 3 jours après la visite de Sharon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on sait depuis longtemps que dès le mois de mai, juin et a fortiori, depuis l'échec des négociations dont vous avez très bien parlé dans votre présentation, en juillet à Camp David, il y avait de la part de Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, la volonté de faire autre chose. Et autre chose que des négociations, c'est rejouer le rapport de force sur le terrain. Alors, pourquoi pas? Mais après, il y a la question de la militarisation de l'intifada sur laquelle on va revenir. Et dans ce cadre-là, très délétère, où l'exaspération des Palestiniens est importante parce que une nouvelle fois un espoir de paix a été perdu, a été trahi. Ariel Sharon, qui de surcroît a une très mauvaise réputation chez les Palestiniens, qui se souviennent de la guerre du Liban, il était ministre de la Défense en 82, le voit donc effectivement parader sur le mont du Temple, qui est considéré par ces mêmes Palestiniens à 90%, 92% musulmans, comme un provocateur et comme une provocation. Et Ariel Sharon, effectivement, est considéré comme quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter et qui fait un peu ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir un facteur aggravant. Cette visite, en réalité, est un facteur aggravant. Et lui, pourquoi il maintient cette visite alors qu'il sait que ça va provoquer un tollé? Est-ce qu'il y a des raisons de politique intérieure? Oui, c'est ça. En fait, c'est à usage interne. C'est pour ça qu'il le fait. À l'époque, Ehud Barak, qui est Premier ministre travailliste, donc qui vient d'échouer les négociations à Camp David avec Clinton et Arafat, a perdu sa majorité. Et on sait qu'il y aura des élections dans les mois à venir. D'ailleurs, il va y avoir des élections, un scrutin qui va être organisé exactement en février 2002, donc juste après. Et 2001, pardon, juste après. Et là, nous avons une rivalité interne, puisque Sharon vient de prendre la tête du Likoud face à Benjamin Netanyahou, qu'on retrouvera par la suite, et qui est actuellement Premier ministre, et il a besoin de montrer que lui est un vrai nationaliste et qu'il est extrêmement fort vis-à-vis des Palestiniens, pas comme ce Barak qui vient d'échouer à les négociations à Camp David II. Alors, d'après le chercheur Jacques Tarnero, cette visite avait été annoncée en accord avec l'autorité palestinienne, en accord avec le Conseil palestinien qui gère l'esplanade des mosquées. Est-ce que vous avez ces mêmes informations? Alors, toute visite d'un chef d'État, de gouvernement israélien ou étranger, toute visite d'une personnalité importante, bref, tout protocole important sur le mont du Temple, toute visite importante se prépare, se négocie du côté israélien et du côté palestinien. Alors du côté palestinien, c'est à la fois sur le plan politique avec la tête de l'autorité palestinienne, bien sûr, mais aussi avec le Waqf. Alors qu'est-ce que c'est que le Waqf? Simplement, c'est l'institution cultuelle palestinienne qui gère les biens patrimoniaux musulmans à Jérusalem en l'occurrence, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du mont du Temple. Alors, donc ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, c'est-à-dire la mosquée d'Omar et la mosquée d'Al-Aqsa. Donc cette visite est un prétexte à ce mouvement de colère, d'après vous? Alors, Yasser Arafat va utiliser la colère bien légitime des Palestiniens pour effectivement accélérer les préparatifs de la révolte qu'il a décidé au moins au moment de l'échec de Camp David II en juillet 2000. Alors il va y avoir des manifestations, vous l'avez dit, elles vont être réprimées, faisant des dizaines de victimes. Est-ce que vous diriez que Israël a fait un usage disproportionné de la force? Alors ça, c'est la question à la fois géopolitique et philosophique traditionnelle. C'est-à-dire que dans une guerre qu'on va considérer comme asymétrique, où l'un des deux camps dispose d'un rapport de force écrasant face à l'autre, la question est de savoir si oui ou non il faut utiliser autre chose que des moyens de répression mineurs. Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'il fallait utiliser d'une manière ou d'une autre de la répression? Et là, ça pose évidemment le problème de la présence politique et militaire israélienne depuis 1967 dans les territoires palestiniens. Donc ça, c'est une autre question que posent d'ailleurs les Palestiniens à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que la deuxième intifada est une catastrophe
démographique, humaine, psychologique et politique pour le camp palestinien, Mahmoud Abbas, le successeur d'Arafat en 2004, le reconnaîtra. Elle fera plus de 5000 morts chez les Palestiniens. Et c'est aussi un désastre humain du côté israélien parce qu'elle fera plus de 1000 morts, essentiellement des civils du côté israélien. Qui se trouvait précisément face aux soldats de Tsahal? On a beaucoup vu ces images d'adolescents jetant des pierres. Oui, alors dans un premier temps, on a des adolescents, on a des adultes qui jettent des pierres, qui jettent des morceaux de bois, qui jettent des morceaux d'acier. Et puis, avec la militarisation de l'intifada que j'évoquais il y a un instant, en faveur de laquelle était Arafat, en défaveur de laquelle était Mahmoud Abbas, ils se sont très chamaillés sur ce point-là, eh bien, dès la première semaine de l'intifada, on a des attentats. Et là, on change de dimension parce que des attentats à l'explosif, à la voiture ou au bus piégé, pour l'essentiel, vont frapper non pas seulement les soldats israéliens, mais aussi et surtout le cœur des agglomérations civiles, à commencer par Tel Aviv, Jérusalem-Ouest, Afoulah, Hadera. Et c'est là qu'effectivement les Israéliens vont monter en puissance dans la répression. Alors des événements majeurs vont marquer cette seconde intifada. Il y a notamment la mort du petit Mohamed Al-Doura, un enfant palestinien de 12 ans, tué par balle dans les bras de son père lors d'échanges de tirs entre Palestiniens et Israéliens. Un reportage de France 2 fera d'ailleurs scandale parce qu'il attribuera d'office la responsabilité de ce meurtre aux Israéliens. Est-ce qu'on a eu le fin mot de l'histoire ? Non, il n'y a pas de fin mot à cette histoire. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui est allée en justice, devant les tribunaux en France. Ce n'est toujours pas définitivement tranché à ma connaissance. Je ne suis pas un spécialiste de cette histoire, mais manifestement, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, l'intégralité de la lumière soit faite là-dessus, parce que ça a eu une incidence, et on peut le comprendre, extraordinaire, non seulement chez les Palestiniens, dans le monde arabe, mais bien au-delà, dans le monde musulman et peut-être aussi dans d'autres régions sur la planète. Donc il faudra absolument que toute la lumière soit faite. Autre événement majeur, le lynchage de 2 réservistes israéliens à Ramallah par une foule absolument hystérique. Là aussi, les images vont être très choquantes, ce qui nous amène d'ailleurs au rôle des médias. Est-ce que, selon vous, le traitement de l'information a été bien fait ? Alors globalement, je ne suis pas de ceux qui considèrent que le traitement de l'information est mauvais sur le Proche-Orient ou sur le conflit israélo-palestinien. Les militants des deux bords considèrent jettent la pierre systématiquement aux médias. Je ne suis pas de cela. Je pense en revanche que la couverture médiatique de ce conflit, l'épaisseur de cette couverture est inversement proportionnelle aux incidences mondiales du conflit israélo-palestinien. Il y a une surmédiatisation. Il y a une surmédiatisation, c'est incontestable. Lors de la première intifada, donc de 87-91, il y avait un peu plus de 800 correspondants étrangers sur environ 5700 km². Ça fait 3 départements, ça fait un département français moyen pour couvrir cette intifada, c'est-à-dire plus que sur l'ensemble du continent africain. 53 États, une pandémie, des politiques génocidaires, des guerres ici et là. Et donc je crois qu'effectivement, il y a, dans tous les cas de figure, on l'a bien vu encore cet été, une surmédiatisation, mais je ne crois pas qu'il y a une mauvaise interprétation ou une mauvaise utilisation par les journalistes des images, des mots, des faits qui se déroulent sur place. Alors comment on en arrive à une telle situation ? Lors des négociations de Camp David, on est très proche d'un accord. Que se passe-t-il cet été-là ? Oui, on est très proche d'un accord, et d'ailleurs, d'où l'exaspération terrible du côté palestinien, du côté israélien aussi d'ailleurs. On est proche d'un accord, et il semble, d'après ce que dit Bill Clinton, et il le dira dans ses mémoires, qu'au dernier moment, au moment où Barak, le Premier ministre israélien, proposait, alors peut-être pas quelque chose de génial, mais en tout cas plus que ce qu'aucun Premier ministre de ses prédécesseurs avait proposé, à ce moment-là, Arafat décide d'arrêter les négociations en disant ou en prétextant qu'un certain nombre de pays arabes ou musulmans, il cite à l'époque l'Arabie Saoudite ou l'Indonésie, seraient défavorables à ce qu'il négocie, lui, sur Jérusalem, le sort d'Al-Quds, qui est une ville sainte pour l'islam, la troisième ville sainte pour l'islam. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Arafat maintenant est mort, on ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, on est effectivement proche d'un accord, et qu'Arafat, soit parce qu'il a peur des réactions des extrémistes de son propre camp, on peut penser au Hamas, mais on peut penser aussi à des régimes arabes qui lui sont extrêmement défavorables, à l'époque feu le colonel Kadhafi par exemple, soit parce que lui-même est toujours resté un chef de guerre, mais pas un chef d'État, enfin n'a pas réussi à devenir un chef d'État, il refusera finalement cet accord. Frédéric Ancel, si je vous demande de terminer cette phrase, le 28 septembre 2000, c'est le jour où, que me répondez-vous ? C'est le jour où un énième espoir de paix entre Israël et les Palestiniens a été trahi, mais ce n'est pas le dernier. Et les espoirs à venir seront d'une manière ou d'une autre auréolés d'une vraie réussite, d'un vrai succès, c'est-à-dire 2 peuples vivant l'un à côté de l'autre, les Israéliens et les Palestiniens. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été mon invité dans Le Jour où. L'information continue sur LCI.